j'ai trouvé bien sûr le film très intéressant. Et je voulais rebondir sur, puisque j'ai travaillé en psychiatrie aussi pendant 35 ans, et effectivement, c'était pas le même métier. Je suis en retraite depuis 2006, et c'est vrai que nous, on parlait psychothérapie institutionnelle, et donc on était très proche du patient. Hein. C'est vrai que quand on disait, on porte le patient. Moi, je me souviens avoir eu avec une équipe une réaction d'un psychiatre qui disait « mais comment ça, porter le patient ?» Mais quelque part, dans notre tête de soignant, eh bien oui, tout l'accompagnement que vous avez défini tout à l'heure, hein, qui était dans le soin, mais qui, au niveau de l'équipe de secteur, ça veut dire cette équipe qui travaillait à l'extérieur, hors des murs, en fait, de l'hôpital. Effectivement, eh bien, quelque part, on portait le patient avec tout le respect qu'on lui devait, bien évidemment. On ne faisait pas, on faisait avec, mais on ne le faisait pas à sa place, quoi. Et je crois que, effectivement, quand nous n'avons plus eu les infirmiers de secteur psychiatrique, comme moi j'ai connu ce secteur-là, c'est vrai que ça a changé la mentalité au niveau de l'hôpital. Et c'est vrai qu'en tant que cadre, nous mettions une infirmière ou un infirmier déjà avec une certaine expérience en partenariat avec les nouveaux infirmiers, les nouveaux recrues en fait. Hein. Et on se disait que justement tout ce qu'on avait pu apprendre, et les jeunes infirmiers avaient appris autre chose aussi. Donc on était dans une complémentarité. Et je n'ai pas l'impression que, si vous voulez, ça existe toujours, quoi. Hein. Je pense qu'on ne parle plus tellement de psychiatrie. Les psychiatres eux-mêmes, les nouveaux psychiatres, ne sont pas formés de la même manière non plus. Je ne sais pas si vous constatez... bon. C'est vrai que les synthèses cliniques qu'on a pu connaître, que j'ai pu connaître moi à Saint-Brieuc, enfin je dépendais de Dinan hein, à l'époque, mais j'ai travaillé sur Saint-Brieuc. Eh bien, avec nos anciens psychiatres, nos synthèses cliniques, c'était pas uniquement des synthèses en fait. Il y avait tout un échange, il y avait toute une écoute des uns et des autres, et on reprenait avec le psychiatre et la psychologue, en fait, tout notre travail. Et ça, c'est la réflexion, il en parle quand même, de la réflexion aussi, de l'écoute de l'autre, l'écoute du patient, l'écoute de l'équipe, écoute le psychiatre qui nous écoutait aussi et qui analysait ce que l'on faisait. C'était toute une réflexion. Je ne sais pas si ça existe toujours, cette réflexion. Juste une anecdote. Je continue à travailler, par exemple, à l'IFSI de Maison-Blanche, où je fais les jurys de fin d'études. Aujourd'hui, dans la formation des infirmiers, il y a deux choses qui sont, pour moi, à changer. La première, c'est par exemple, on continue à enseigner la psychanalyse dans les instituts de formation pour soins infirmiers, mais en sciences humaines. C'est-à-dire que c'est en première année, en même temps qu'on fait la sociologie, on fait la psychanalyse, comme si ça n'avait rien à voir, c'est-à-dire que c'est un peu la culture générale du soignant, mais ça n'a rien à voir avec le soin. Alors que mon expérience notamment m'a appris que c'est bien le transfert qui fait que on est dans une relation soignante avec le patient, c'est-à-dire qu'on est engagé dans une relation, et il faut aussi, du coup, avoir tout un outil autour de soi pour pouvoir s'engager dans ces soins relationnels, et notamment de pouvoir parler, entre autres, en synthèse ou en supervision des prises en charge qu'on fait. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que du coup aussi, avec la nouvelle formule, les étudiants sont censés construire leur formation. Et comment est-ce qu'ils construisent leur formation? C'est en allant sur Internet. Et aujourd'hui, sur Internet, alors c'est la même chose que ce que disait tout à l'heure quand elle parlait de comment est-ce qu'on publie et comment est-ce qu'on valorise un certain nombre de publications. Les étudiants en soins infirmiers, ils vont sur un certain nombre de sites dédiés pour eux, et là, qu'est-ce qu'on rencontre? Eh bien que, par exemple, on ne parle plus de relation, on parle de communication. Je communique avec le malade. Et je ne suis plus en relation, mais donc je ne suis plus en relation avec le malade. Et ça, ces jeunes ne se rendent absolument pas compte de ce que ça induit pour eux dans le travail. Parce que ça signifie qu'ils vont être constamment en conflit, en tout cas en psychiatrie, avec le malade, qui ne va pas écouter ce que je lui dis.
Hein, parce que je suis dans la communication, et la communication, c'est je donne une injonction, il faut qu'il obéisse. Alors que la relation, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'apaiser la personne lorsqu'elle est un peu angoissée et que ça peut dégénérer en violence. Et bien, mon boulot, c'est d'abord de l'apaiser, et pour ça, il faut que je sois en relation avec lui et pas de lui dire « ça suffit, calmez-vous hein ». C'est pas comme ça qu'on y arrive. Or, ces jeunes n'ont aucun outil du coup pour pouvoir s'engager dans le travail. Et ça se traduit notamment, et ça c'est, même le Conseil d'État a eu 3 arrêtés là-dessus, sur une explosion en psychiatrie, en hospitalisation, des patients qui sont non seulement mis en chambre d'isolement pendant plusieurs jours, mais attachés sur leur lit, on appelle ça des contentions, alors que moi j'avais partie de ces infirmiers qui dans les années 80 ont été persuadés que les chambres d'isolement, ça serait disparu bientôt. Quand j'ai fait mes études en 78 à l'hôpital de Sarreguemines, dans l'hôpital, dans les unités de secteur, il n'y avait ni chambre d'isolement, ni contention. Et pourtant, on y arrivait. Mais parce que justement, nous apprenait que c'était nous qui devions apaiser le patient. Et donc être, encore une fois, ce que vous disiez, qui est fondamental, effectivement, être à l'écoute du patient. L'évaluation est venue aussi là-dessus à empêcher, je trouve, cette écoute. Parce que l'évaluation, par exemple, l'entretien d'acte, vous avez tout un questionnaire et vous posez des questions, donc on n'est pas à l'écoute du patient. Il y a raison de mettre en avant la relation. On implique tout de suite 2 personnes, au moins. Parce qu'après, il peut y avoir toute l'équipe autour de cette relation, bien sûr. Alors que la communication ou la passation d'une évaluation, c'est linéaire. C'est à part d'un passeur à une personne à qui on dit quelque chose, à qui on communique quelque chose ou à qui on fait passer un test. Et là, on met en avant le fait que la personne est un objet d'une passation, objet d'une communication. On ne veut rien savoir de ce qu'elle peut dire parce qu'on est. En fait, c'est ça le fait qu'il n'y ait pas d'écoute, c'est qu'il y a une séparation et qui pêche. Et pour répondre pour être en lien avec ce qu'avait dit la personne depuis la salle, moi je travaille dans une maison d'accueil spécialisée et ça manque cruellement de temps, d'échange. Je suis psychologue, j'essaye de me battre, mais c'est difficile parce que chaque fois on me dit que c'est pas possible, il n'y a pas le temps. Les soignants sont fatigués, les réunions, la réunionite. On trouve toujours un prétexte pour couper court. On veut rien savoir. Et on veut juste que ça marche, que les résidents, parce que là c'est dans une maison d'accueil, ne fassent pas de bruit, quoi. Ça ne gêne pas. C'est triste. On ne les écoute pas, on ne cherche pas à savoir la fonction d'un symptôme. On réduit, comme ce que vous disiez tout à l'heure, le symptôme à un pur comportement. Et ça manque cruellement de réflexion. Et il y a une souffrance avant tout des personnes accueillies, et une souffrance des professionnels. Ça demande vraiment à remettre de l'humain urgemment. Oui, j'aurais peut-être une question pour le coup à poser aussi, parce qu'on a l'impression qu'on fait des constats, et en fait, il faudrait peut-être qu'on se souvienne de ce qui s'est passé il y a un certain nombre d'années, où il y a eu des décisions politiques qui ont été prises de supprimer le diplôme infirmier psy, et y compris la raison du temps, justement, parce que ça nécessite du personnel, ça nécessite des professionnels formés en nombre. Et ça, c'est barré, quoi. On a une interdiction de passer du temps. Mais il y a une raison, parce qu'on veut faire des économies de santé, c'est ça aussi l'origine des difficultés d'aujourd'hui, quoi. Mais c'est très bien dit dans le film aussi, ce temps-là est supprimé dans notre type de société. Donc c'est pas qu'une question de constat, c'est pas venu comme ça. Il y a eu c'est venu par des mesures politiques auparavant. Auparavant, moi je suis IDSP, j'étais IDSP, donc ça veut dire infirmière de secteur psychiatrique, donc diplôme qui a été supprimé en 92, mais à l'époque l'argument, parce que je me souviens d'avoir été à un colloque à Strasbourg, l'argument qui fait qu'on va rebondir sur la politique, l'argument était qu'il fallait s'aligner sur l'Europe. C'était ça l'argument. À l'époque, on n'était pas dans le temps. J'étais à Paris, on avait les moyens. Après, moi, pour revenir en lien avec la personne que vous disiez tout à l'heure,
nous, on ne portait pas les patients, c'est les patients qui nous portaient. Parce que ça nous permettait de faire des choses extraordinaires. Je me souviens d'avoir, un matin, le psychiatre est arrivé dans le service où j'étais, on a décidé de fermer le service. On avait un HLM négocié le soir. On arrivait à faire des choses très productives. Deuxième hypothèse que je fais, qui est plus politique aussi, c'est que je pense que la suppression des médecins directeurs des hôpitaux psy a fait qu'il y a eu une autre dérive. C'est que maintenant, on peut avoir été chez Danone pour être directeur de l'hôpital. Donc, tout ça a fait qu'on a pu, on parle plus de, vous avez dit malade, mais on ne parle pas de malade. Hein. On dit pas, on communique avec la malade. Malade, c'est vraiment tabou de dire malade. On ne peut pas dire ça. Voilà, tous les termes ont changé, mais à la base, on a modifié un peu tout ça avec plus d'administratifs dans les hôpitaux, et puis il y a eu une vraie dérive après. Je me présente, je suis un dinosaure de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, c'est-à-dire une espèce en voie de disparition. J'ai eu la chance d'avoir une formation clinique, et puis au long de toute ma vie professionnelle, j'ai vu arriver d'abord le DSM 1, 2, 3, 4, et où on sortait de la clinique pour s'attacher à des codifications qui avaient en fait un objectif qui n'est pas apparu tout de suite, mais qui apparaît maintenant et dans ce qu'on peut appeler la marchandisation de la médecine. C'est-à-dire, je pense qu'on n'a pas fait des économies de santé. On fait des économies sur le budget humain de soutien de la santé. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles avec les médicaments. C'est-à-dire que ce DSM, qui nous est venu des États-Unis, a complètement, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est comme un cancer qui a rongé l'humanité médicale. Et donc, il a fallu, que ce soit dans les hôpitaux, dans le soin psychique, etc., il a fallu faire des économies sur l'humain pour pouvoir payer ces médicaments, mettre un enfant sous Ritaline qui va en prendre toute sa vie, ou des antidépresseurs, etc. C'est très rentable pour un certain nombre de lobbies, les mêmes qui se sont régalés pendant la crise sanitaire. Donc je pense que toute cette logique du marché de la médecine, du marché de la pharmacie, elle a complètement gangréné quelque chose qui était fort développé dans notre pays et où, dans l'écoute, la culture psychanalytique, la connaissance du développement psychique de l'être humain, il y a eu effectivement tous ces mécanismes de rentabilité qui sont rentrés. Et donc, votre film met ça très bien en exergue, même si ce n'est pas avec ces mots-là, mais on sent tout le déroulement depuis... moi, j'ai dû commencer mes études de psychiatrie en 1976. Et voilà, donc ça a été vite. Hein. Ils ont réussi à nous faire passer le modèle américain. Il n'est pas trop tard, parce que la culture, ça ne se perd pas. Et je pense qu'il faut être conscient de comment c'est rentré pour pouvoir le faire sortir. Et puis qu'il y a un travail psychique collectif à faire dans notre société pour se retrouver et se rendre compte qu'on a les moyens, les ressources, etc. Et pour virer les médicaments dehors, ça ne veut pas dire les virer complètement. Il y a des situations où on en a besoin. Mais en pédopsychiatrie notamment, moi j'ai très très peu prescrit dans toute ma vie, y compris sur le plan des antidépresseurs. Donc je pense que il y a des choses qui sont possibles, mais il y a un gros boulot à faire parce qu'il faut enlever tout ce qui a gangréné et il faut reconstruire.